Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? Dans l'espace, personne ne vous entendra crier. Si des frissons ont parcouru votre peau à ces quelques mots, vous avez sans doute vu l'un des chefs-d'œuvre de l'horreur spatiale, le Alien de Ridley Scott. Mais si cette phrase vous dit forcément quelque chose, vous êtes peut-être passé à côté de petits mais néanmoins importants détails de ce chef-d'œuvre du cinéma. Alors si l'univers d'Alien vous est familier, vous connaissez bien sûr la fameuse société Weyland-Yutani, responsable de la découverte de la créature et de tous les problèmes qui s'en suivirent. Mais si on vous disait que la société ne s'appelait pas Weyland-Yutani, mais bien Weyland-Yutani. Et oui, dans le premier film, on peut clairement voir sur un écran au début du long métrage son véritable nom, Weyland-Yutani sans le D. Un nom qui sera changé pour de bon dans la suite Aliens, réalisée par James Cameron en 86, mais qui créera au passage une belle incohérence, pour notre plus grand plaisir de dénicheur de secrets. On aura aussi noté que le surnom affectueux de l'ordinateur général du Nostromo, Mother, vient en fait de son immatriculation, visible en petit et en rouge ici, M-U-T-H-U-R, Mother. Vous aurez aussi aperçu que ce broyeur célèbre de la marque Krups, accroché ici à un mur, servira plus tard au Doc de Retour vers le futur 2 pour faire fonctionner sa DeLorean, ou que la console d'urgence du vaisseau affiche des mots signifiant ventre maternel ou fleur de lotus dans la langue indienne sanskrit. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ? Arriver avec une suite au chef-d'œuvre de Ridley Scott Alien n'était pas une chose aisée, et il fallait bien le jeune James Cameron pour se frotter au défi Aliens le retour, plus guerrier, plus musclé, plus tout, et avec son lot lui aussi de petits détails en tout genre. Par exemple, aviez-vous remarqué que chaque armure et arme de la troupe de marine dans le film était personnalisée ? On peut ainsi voir ici que le caporal Dietrich a les mots Blue Angel écrits au dos de son casque, une référence au film L'Ange Bleu de 1930 dans lequel joue Marlène Dietrich. Ou que Hudson, le personnage incarné par Bill Paxton, a le nom de sa véritable épouse, Louise, écrit sur son armure. Pour finir, on pourra noter que le soldat Vasquez a la phrase « El riesgo semper vive » sur son arme, ce qui peut être traduit par « le risque vit toujours ». Au-delà de ces quelques graffitis amusants, Aliens le retour nous permet aussi de remarquer qu'ici, il n'y a en réalité que 6 capsules d'hypersommeil et que pour des raisons de budget, celles que l'on devine au fond ne sont que leurs reflets dans des miroirs judicieusement placés. Ou encore que le nom du vaisseau, le Sulaco, vient de la ville minière d'un roman de Joseph Conrad qui s'intitule Nostromo, le nom du vaisseau du premier Alien. Enfin, les plus attentifs auront noté que la voix de l'homme en combinaison qui découvre Ripley est celle du réalisateur James Cameron en version originale, ou que le portrait de la fille de l'héroïne, ici, est en réalité celui de la véritable mère de Sigourney Weaver. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non ? Prendre la suite de Ridley Scott et James Cameron n'est pas chose facile, et ce n'est pas David Fincher qui pourra dire le contraire avec son premier film, Alien 3. Un long métrage à la production chaotique et aux multiples petits détails et secrets. Attention, spoiler. Chronologiquement situé quelques semaines après les événements de Aliens le retour, Alien 3 suit les traces laissées par les deux imposants films précédents. Pas étonnant dès lors qu'il glisse ici ou là quelques petites références à l'univers déjà mis en place. On aura pour commencer remarqué entre autres le même oiseau à bascule du premier film ici à droite, et au début du film, on peut également entendre le Dr Clements évoquer la compagnie Weyland-Yutani, la même firme derrière les deux opérations des films précédents. Et pour l'anecdote, c'est la première fois dans la saga que le nom de Weyland-Yutani est dit à haute voix. Dans les précédents films, le nom ne faisait qu'apparaître sur des écrans où les personnages l'appelaient juste la compagnie. Le logo de Weyland-Yutani peut d'ailleurs s'apercevoir de nouveau sur le blouson ou la casquette juste là. S'il rend quelques hommages à ses prédécesseurs, Alien 3 c'est aussi s'en éloigner. Les fans auront ainsi noté que la créature diffère des anciennes, car elle perd les sortes de tuyaux qu'elle avait dans son dos auparavant et gagne des lèvres bien plus proéminentes. Autre gros changement par rapport à Alien et Aliens le retour, Ripley ne manipule aucune arme à feu pendant toute la durée de ce troisième film. C'était d'ailleurs l'une des demandes de Sigourney Weaver en tant que fervente supportrice du contrôle des armes aux États-Unis. Alien 3 s'amuse aussi au passage à référencer Blade Runner. Vous voyez cet horizon de la planète du film, Fiorina ? Eh bien les constructions pyramidales tout au fond reprennent les mêmes bâtiments présents dans le film culte de Ridley Scott. On aura de plus noté que la petite phrase que Dillon dit à Morse pendant le film, quand il lui annonce qu'il aurait fait un pacte avec Dieu pour vivre pour toujours, est prémonitoire. En effet, le personnage de Morse sera le seul et unique survivant de la planète à la fin. On se sera également rendu compte que les tasses qu'utilisent les personnages du film sont des tasses bien terriennes, d'une marque bien connue de machine à café. Enfin, pendant le générique de début, alors que le Sulaco rentre en alerte, juste avant de s'écraser sur Fiorina, on peut voir sur cet écran un scanner d'un visage pris dans un facehugger. D'après les responsables du maquillage sur le film, ce modèle 3D est basé sur le visage de l'actrice Meryl Streep, n'ayant pas eu le temps d'en faire un de Sigourney Weaver. Amusant quand on sait que Streep auditionna pour le rôle de Ripley pour le premier Alien en 1979. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué, non ?
Alien 3, qui semblait pourtant bien conclure les choses, n'a pas empêché Ripley de revenir dans Alien Résurrection, un quatrième opus plein de Ripley donc, de xénomorphes, mais aussi de petits détails et secrets. Attention, spoiler. Petit point chronologie pour commencer avec la place de ce quatrième épisode dans la grande histoire Alien. Les événements se déroulent ainsi en 2379, c'est-à-dire 200 ans après Aliens le Retour et Alien 3, et 257 ans après le premier film. Et pour les plus jeunes d'entre vous, cet Alien 4 se déroule 286 années après les événements de Prometheus. Le film marque également une première expérience en solo pour le Frenchie Jean-Pierre Jeunet. Le futur réalisateur d'Amélie Poulain n'avait jusqu'alors que co-réalisé 2 films avec son compère Marc Caro, Délicatessen en 1991 et La Cité des Enfants Perdus en 1995. Alien la Résurrection est également un nouveau record en termes de budget, avec une addition finale de 75 millions de dollars. Et pour l'anecdote dans tout ça, Sigourney Weaver a touché à elle seule 11 millions de dollars de cachet, c'est-à-dire le budget total du premier film Alien. Une actrice qui rentabilisera l'investissement, notamment grâce à une scène dans laquelle on peut la voir jouer au basket avec les autres membres du vaisseau Betty. Elle parvient ainsi à rentrer un panier de dos, et ce à plusieurs mètres de sa cible, une prouesse qui fut bien réalisée par l'actrice pour de vrai, après un bon paquet de tentatives. Pour revenir sur la trame de cette quatrième aventure, Ripley doit sa résurrection à des clonages de sa personne, et l'une des scènes les plus impressionnantes du film reste sa découverte de tous les clones ratés d'elle-même, notamment un en bien piteux état qui lui demande de l'achever, ce qu'elle fait sans hésiter à grands coups de lance-flamme. Une scène loin d'être anodine, qui est en fait reprise à l'identique d'une scène coupée du premier film de 1979, où la même Ripley retrouve un Dallas en piteux état dans un cocon fabriqué par la créature, et qui lui demande de l'achever. Là encore avec un lance-flamme. Pareil scénaristique ou hommage caché, à vous de juger. Le film regorge de nombreux autres petits détails, comme cette jeune Ripley visible au début du film, qui fut conçue grâce à de nombreuses photos de Sigourney Weaver enfant, que l'actrice prêta gentiment à l'équipe des effets visuels. On aura également noté que l'ordinateur de bord de l'Auriga est surnommé Phaser, père, par son équipage, clin d'œil à l'ordinateur du premier Alien, qui s'appelait lui Mother, maman. Signalons également que lors de l'atterrissage du Betty sur l'Auriga, le commandant Elgin donne comme nom de code d'entrée Hit Me, qui peut se traduire par Va te faire voir en français, ou encore que lorsque ce dernier reçoit de l'argent du général Perez, c'est sous la forme de billets de banque, avec le visage du producteur du film, Bill Badalato, dessus. Enfin, au détour d'une scène, on aura reconnu que la pub visible à la télé ici propose un pistolet en vente, et pas n'importe quelle arme, puisque c'est celle que possédait le personnage de Vasquez dans le Aliens de James Cameron. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. 15 ans après Alien la Résurrection et 33 ans après son propre Alien, Ridley Scott nous a proposé Prometheus, qui creuse les origines du célèbre xénomorphe. Et laisse par la même occasion quelques petits détails et secrets en chemin. Attention, spoiler. On sait nos amis américains très férus de métaphores religieuses, et ce Prometheus n'en est pas dénué bien sûr, puisqu'un détail du film fait subtilement référence à la Torah. Le nom de la planète sur laquelle atterrit l'équipage du Prometheus, LV-223, n'est en effet pas anodin. Il rappelle le verset 22.3 du Lévitique, le troisième des 5 livres de la Torah, qui dit « Tout homme parmi vos descendants et de votre race qui s'approchera des choses saintes que consacrent à l'Éternel les enfants d'Israël, et qui aura sur lui quelque impureté, cet homme-là sera retranché de devant moi, je suis l'Éternel. » Des mots qui rappellent l'histoire même de Prometheus et de ces personnages qui cherchent à rencontrer leur créateur et qui sont punis à cause de leurs défauts. Dans le genre moins thésard, on rappellera au passage que la planète LV-223 n'est pas la même que celle du premier Alien. Ripley et l'équipage du Nostromo atterriront ainsi sur LV-426 quelques 29 ans plus tard. Mais Prometheus n'est jamais loin de la saga Alien, puisqu'il en reprend même un détail récurrent, le nom des robots des différents films qui suivent l'ordre alphabétique. Ash, Bishop, Cole et donc David, qui font A, B, C, D. On aura noté également que lorsque le vaisseau atterrit sur la planète, on peut apercevoir des marques sur le sol rappelant les impressionnantes lignes de Nazca au Mexique, que certains attribuent d'ailleurs à une intelligence extraterrestre. Enfin pour finir, sachez que la phrase dite par David dans une langue énigmatique à l'ingénieur à la fin du film se traduit par « Cet homme est là car il ne veut pas mourir, il croit que vous pouvez lui donner plus de vie » et vient d'une langue fictive créée par le docteur en linguistique Anil Biltou, d'ailleurs visible dans le film ici, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non. Après Prometheus, Ridley Scott continue d'explorer la genèse de son cultissime Alien avec Alien Covenant, qui se déroule 18 ans avant le film culte de 1979. L'occasion de revenir sur quelques petits détails et secrets. Attention, dans l'espace, personne ne vous entendra spoiler. Et commençons avec la bande-annonce qui a surpris tout le monde puisqu'elle contenait des images absentes du film final. Elles sont en fait tirées de 2 courts-métrages intitulés The Crossing et Last Supper, réalisés par Ridley Scott et son fils Luke.
Ridley Scott a voulu avec Alien Covenant revenir aux sources de la série Alien et on trouve beaucoup de similitudes avec le premier film, à commencer par l'intrigue. Les deux équipages dévient de leur trajectoire après avoir entendu un signal de détresse. Vous remarquerez que l'enterrement de Bronson est similaire à l'enterrement de Kane, que l'on retrouve le petit jouet d'oiseau buveur présent dans les deux premiers films, ou encore que David utilise les mêmes mots que Ash pour décrire l'alien, un organisme parfait. Et en parlant de David, vous avez bien sûr reconnu la chanson qu'il entonne, The Man Who Broke the Bank at Monte Carlo, chanson favorite de son idole Laurence d'Arabie. Pour la première fois dans la saga, le nouvel androïde, Walter, ne suit pas l'ordre alphabétique des films précédents. H, Bishop, Cal et David, A, B, C, D. Mais si D était la quatrième lettre de l'alphabet, W est la quatrième en partant de la fin, soulignant que Walter est l'opposé de David. Toujours sur Walter et David, le poème Ozymandias qu'il récite durant le film a pour sujet la chute de Ramsès II, que Ridley Scott a également mis en scène dans Exodus. Autre référence poétique, David demande à Walter s'il préfère servir au paradis ou régner en enfer, une citation du poème de John Milton, Paradise Lost, qui devait être à l'origine le titre du film. Et à propos du titre, vous avez sans doute remarqué le patch que portent les membres de l'équipage sur leur uniforme, deux anges face à face, soit une représentation de l'Arche d'Alliance, Ark of the Covenant en anglais, la même que Indiana Jones découvre dans le film de 1981. Et oui. On remarque également que quand David demande à Walter s'il rêve, il s'agit d'un clin d'œil au livre de Philip K. Dick, Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques, dont est tiré le cultissime Blade Runner du même Ridley Scott. Les deux films commencent d'ailleurs par un plan sur un œil, et lorsque Daniels plante un clou dans David, celui-ci répond « That's the spirit », même réplique que l'androïde Roy Batty lancé à Descartes après s'être transpercé également d'un clou. Dernière référence à Blade Runner, David embrasse Walter sur la bouche alors qu'il compte le tuer, mimant ainsi le geste de Roy Batty qui embrassait son créateur avant de l'assassiner dans le film de 1982. Enfin, autre référence concernant les androïdes, Ridley Scott s'est inspiré, selon ses dires, de la scène de poterie culte de Ghost pour la scène de flûte entre David et Walter. On notera par ailleurs que la coupe au bol de Catherine Waterston est identique à celle d'Ezra Miller dans Les Animaux Fantastiques, puisque la comédienne aurait filmé sa vidéo d'audition pour Alien Covenant pendant le tournage du film dérivé d'Harry Potter dans la loge d'Ezra Miller et qu'elle aurait utilisé sa perruque pour entrer dans le personnage. Et ce n'est pas tout côté magie, puisque les fans des Animaux Fantastiques auront également reconnu Carmen Ejogo, présente dans les deux films. Enfin, pour la petite histoire, chaque film de la franchise Alien met en scène un groupe aux métiers différents face aux créatures. Des transporteurs dans le premier, des militaires dans le deuxième, puis des prisonniers, des contrebandiers, des archéologues dans Alien vs Predator, des civils et des policiers dans Alien vs Predator Requiem, des chercheurs dans Prometheus et enfin des colons dans Alien Covenant. Mais ça, bien sûr, vous l'aviez remarqué. Non.